Bonjour, nous passons à Chine-Russe saison 2, c'est l'épisode 1, la nouvelle guerre des étoiles de Ronald Reagan est signée Joe Biden. Et je vais le développer. Pour mémoire, Chine-Russe saison 1, je l'avais démarré en janvier 2022 et j'avais imaginé un scénario où un complot international ferait que des pays sont pieds et poings liés, soumis à la dictature de la Chine et de la Russie. Qu'est-ce qui fait que l'ensemble du monde est lié par une sorte de complot à la Chine et à la Russie? On en arrive à la saison 2 et voilà pourquoi. Voilà pourquoi, qu'est-ce que c'était la nouvelle guerre des étoiles, la guerre des étoiles de Ronald Reagan? Alors, le 23 mars 1983, c'est presque 40 ans, Ronald Reagan déclare à l'URSS la guerre des étoiles, c'est-à-dire des missiles antimissiles. Vous vous en souvenez peut-être, certains disant les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Donc 83, mars 83. Le 9 novembre 89, c'est la chute du mur de Berlin, et le 26 décembre 91, c'est la chute de l'Union soviétique. Donc si on se réfère au 9 novembre 89, en 6 ans, la Russie s'est effondrée, enfin l'URSS plutôt, l'URSS s'est effondrée comme une coquille vide. La nouvelle guerre des étoiles, elle est signée de Joe Biden. L'objectif de Joe Biden est faire que la Russie s'effondre. Alors, hors le nucléaire, on parle surtout de la Russie militaire, qui est actuellement à genoux, qui va vers être à genoux via la guerre en Ukraine et via l'Ukraine directement. Donc la saison 2, c'est le ton monte. On va parler de la Russie, on va parler de la Chine et on va parler d'autres choses aussi. La Russie, elle s'enfonce en Ukraine sans convaincre et avec des explosions sur les bases arrières en Crimée. Et pour vérifier ces bases arrières de Crimée, je vous conseille d'aller sur Twitter et de regarder OSINT, hashtag OSINT, qui montre des images qui se passent là-bas, qui expliquent ce qui se passe là-bas sur des bases réelles où, par exemple, on a l'identité des soldats russes qui ont fait les massacres dans la banlieue de Kiev. La Russie est tellement à genoux qu'elle recherche des armes partout et il y a quelques temps, je crois il y a quelques mois, un bateau parti de Syrie qui s'appelle le Sparta était chargé de véhicules militaires. Il a passé le Bosphore, les Dardanelles, pour les livrer en Russie. Donc on en est à l'échec de la Grande Russie que voulait Poutine. Vous savez que Poutine, son objectif, c'était de reconstituer la Grande Russie. Pour lui, l'Union soviétique est un accident de l'histoire. C'est un passage de 80 ans, si on veut, qui est dans l'histoire de la Russie. Donc, on a la Russie qui est à genoux. Pour le moment, c'est plutôt pied à terre, mais on sent que ça n'avance pas tellement. D'ailleurs, aujourd'hui même, il semblerait que Poutine accepte la visite de la centrale nucléaire de Zaporijjia par l'Organisation internationale de l'énergie atomique, qui est peut-être un signe qu'il a moins d'autorité qu'il ne le croit. Le deuxième point, c'est que fort de ce succès, la cible suivante de Joe Biden, c'est la Chine. On a en Chine, on n'a pas beaucoup parlé, en juin, la loi américaine sur le travail forcé. Cette loi interdit d'importer aux États-Unis des produits faits sous la dictature, sous l'emprise du travail forcé. Et ça vise en particulier le travail des Ouïghours en Chine. Reste que, évidemment, ce n'est pas très facile de mettre en place que tel et tel produit a eu des composants faits par les Ouïghours dans le travail forcé en Chine. Et aussi, il faut prouver l'inverse, est-ce qu'il n'y en a pas ou est-ce qu'il y en a? Deuxième point qui est en négociation en ce moment aux États-Unis, c'est le blocage des véhicules électriques, des voitures électriques chinois, tout simplement, et d'ailleurs accessoirement européens. Tout véhicule électrique vendu aux États-Unis devrait être entièrement fabriqué aux États-Unis, que ce soit la batterie,
ou que ce soit le véhicule lui-même. Et puis le développement de l'industrie des puces et des semi-conducteurs aux États-Unis. Il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été mis sur la table. Développement aussi des terres rares aux États-Unis, au Canada, en Australie. Alors je cite l'Australie parce qu'il y a eu le projet AUKUS. AUKUS, c'est Australie, Royaume-Uni et États-Unis contre la Chine. Et ce projet s'est élargi à la Nouvelle-Zélande, à la Corée et au Japon, qui est dans l'expectative. Mais disons que, et peut-être un jour à Taïwan, disons que ce projet AUKUS, une sorte d'OTAN, si on veut, c'est un peu trop large, d'OTAN du Pacifique est en train de se mettre en place. Or, la Chine, donc cette cible, est au bord de la crise sociale. Ça, c'est très gênant pour les Chinois. Elle est au bord de la crise sociale par le bâtiment. Il y a beaucoup de Chinois qui attendent leur appartement qu'ils ont payé ou partiellement payé, qui sont des bâtiments vides. Il y a des centaines de bâtiments vides dans l'ensemble de la Chine. Les sociétés de bâtiments, les entreprises de bâtiments n'ont plus les moyens de les terminer. Il y a la canicule. Il y a beaucoup de régions de Chine qui sont à plus 40 degrés et la canicule fait ralentir l'économie. Et puis il y a eu la démarche anti-Covid qui a bloqué Pékin, Shanghai et d'autres villes encore pendant 1 mois ou 2 mois sur l'ensemble de la Chine. Et puis le manque d'eau, comme en France d'ailleurs, le manque d'eau qui est très préjudiciable à l'agriculture, ce qui est quand même gênant parce que la Chine ne produit pas, n'est pas autosuffisante en alimentation. S'il manque d'eau, c'est dramatique. Et en hydroélectricité, l'hydroélectricité est une source d'énergie très importante en Chine, comme on le sait. J'ouvre une toute petite parenthèse. La Chine construit à tour de bras des centrales nucléaires. Elle est pour le moment le 3e producteur de nucléaire au monde, derrière les États-Unis et la France. Et au rythme où elle va sans doute devenir le premier producteur. Et puis, dernier point là-dessus, pas dernier point, le point suivant, c'est le ralentissement mondial qui se confirme avec comme thermomètre le transport maritime. Depuis le 2e trimestre 2022, il y a un ralentissement mondial de l'économie, donc des échanges, il y a l'inflation, plus le coût du pétrole qui impacte la consommation. Et même si aujourd'hui le pétrole est revenu à un niveau d'avant le 24 février 2022, avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, il reste que l'inflation, les taux d'intérêt, etc., minent l'économie et ralentissent, nuisent au pouvoir d'achat des consommateurs et ralentissent donc la consommation. Et puis, il y a Taïwan, il ne faut pas oublier le cas de Taïwan. Il y a eu la visite de Nancy Pelosi qui a été un élément déclencheur, mais qui a été un prétexte déclencheur pour une sorte de manœuvre d'encerclement par la Chine, manœuvre d'encerclement de Taïwan, qui a été répliquée par des mesures de Taïwan qui ont été prises, encerclement de Taïwan par l'armée chinoise. Et quelques jours après, un accord économique entre les États-Unis et Taïwan sont en cours de signature pour faciliter le commerce entre Taïwan et les États-Unis, dont le fond, quelque part, essayer de rééquilibrer pour qu'économiquement, Taïwan ne dépend pas moins de la Chine, ce qui est l'état actuel des choses. Bien. Donc après la Russie, après la Chine, je mets un « mais ». Un mai, on est dans un contexte très particulier pour ce 2e semestre 2022. Les gouvernements européens sont faibles pour longtemps. On le voit en Angleterre, on l'a en France, on l'a en Allemagne, on l'a en Italie, on l'a en Espagne. L'Inde, elle, ne bouge pas, reste neutre, avec, pour me dire, une forme de réélection qui fait que son gouvernement continue bien. La Turquie, elle élargit ses accords avec l'Ukraine et avec Israël. Alors l'Ukraine, c'est un peu contre la Russie. Israël, ce serait pour bénéficier d'exploitation du gaz. Et puis il y a des élections au Brésil en octobre, en Turquie en 2023. Donc le ton monte dans un silence contraint. Et puis en novembre, c'est bientôt le mois de novembre, il y a les élections de midterms aux États-Unis, donc Joe Biden veut les gagner,
Donald Trump veut les gagner. On est déjà sur les élections suivantes de 2024, avec une opposition très vigoureuse entre les démocrates et les républicains, enfin certains républicains en tout cas, qui ne sont pas loin de la majorité. Et puis en novembre, il y a aussi le congrès du Parti communiste chinois. Il faut donc, pour Deng Xiaoping, montrer des muscles et montrer qu'il est à la maîtrise de son pays, ce qui n'est pas le cas lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de la crise sociale qui potentiellement peut se développer avec, je vous avais cité, le bâtiment, la canicule et le manque d'eau. Voilà. Il reste une dernière interrogation dans ce contexte-là. C'est le dernier semestre 2022. Qu'en sera-t-il du prix du baril, de l'inflation, de la croissance? Voilà que Chine-Russe saison 2 est bien entamée, avec un accent différent de celui que j'avais imaginé en décembre 21 et que j'avais rédigé en janvier 2022. Eh bien, je repars en plongée et on va voir ce qu'il pourra se passer dans le futur. À bientôt.